Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de SQL Server 2019, encore en preview à l'heure où je vous parle, et de ses nouveautés pour le Big Data. Une courte présentation, Ariane Papillon et ma société Datafly. Je suis spécialiste de SQL Server, je participe activement à la communauté autour de ce produit depuis de nombreuses années. Pour la 8e fois, Microsoft m'a décerné le prix de Most Valuable Professional Data Platform. Vous pouvez donc me trouver sur différents sites et blogs, ainsi que dans les manifestations de la communauté. Parlons un peu du Big Data. Bien que le Big Data soit à la mode actuellement, le terme n'est pas nouveau. Il apparaît pour la première fois en 1997 dans un article scientifique qui évoque la problématique du traitement de jeux de données, plus gros que le permettent la capacité mémoire ou le disque des systèmes informatiques de l'époque. En effet, le Big Data est associé à l'explosion du volume de données numériques, qui a lieu à l'heure actuelle, le commerce électronique, les objets connectés, autant de sources qui produisent de très grosses quantités de données. Nous ne sommes plus dans le monde des systèmes de gestion de bases de données relationnelles, et c'est au-delà de leur capacité, avec des problématiques bien spécifiques pour le stockage, pour la recherche, pour l'analyse et pour la visualisation de très gros volumes de données, qui peuvent être d'ailleurs structurés ou non structurés. C'est aussi un autre monde que celui de la business intelligence traditionnelle, qui travaille sur des jeux de données beaucoup plus réduits. Cela appelle donc des technologies spécifiques, distribuées, parallélisées sur plusieurs systèmes. On décrit le Big Data par trois caractéristiques. Tout d'abord, le volume des données. On parle de téraoctets, de pétaoctets de données. C'est largement au-dessus de nos bases de données relationnelles traditionnelles. On parle aussi de variété. Variété des formats de données qui sont structurés ou non, des documents, du stream, des logs. Et on parle aussi de vitesse, car on veut obtenir des temps de réponse raisonnables avec de tels volumes. Ce sont donc les 3 V, volume, variété et vitesse, décrits dès 2001 dans un rapport de recherche d'un analyste de Gartner. SQL Server avec une unique instance, aussi musclée soit-elle, ne suffit pas pour l'analyse de volumes de données gigantesques. Il faut donc y ajouter différentes fonctionnalités. La distribution et la parallélisation du stockage et du calcul, la virtualisation de données, c'est-à-dire l'accès et l'ingestion de données hétérogènes, que ces données soient structurées ou non, et des technologies bien spécifiques et des langages pour l'interrogation de Big Data et pour le Machine Learning. Microsoft s'intéresse au Big Data déjà depuis plusieurs années. Un premier grand pas a été franchi en ajoutant à SQL Server 2016 des capacités d'interroger un stockage Hadoop via le composant Polybase, ainsi que l'ajout du langage R pour l'analyse de données. Polybase proposait déjà une solution de scale-out permettant de distribuer les requêtes sur plusieurs nœuds. Mais un grand pas est franchi avec SQL Server 2017, qui prépare l'architecture qui va arriver avec SQL 2019. C'est tout d'abord la version Linux de SQL Server, qui peut aussi tourner dans des containers Docker. Et c'est aussi l'ajout du langage Python qui élargit la plateforme d'analyse de données en plus de R. SQL Server 2019 va donc s'appuyer sur les avancées de SQL Server 2017 et 2016 pour fournir de nouvelles solutions pour le Big Data et aller encore beaucoup plus loin. Tout d'abord, intégration de Spark et HDFS directement in the box dans SQL Server. D'autre part, possibilité d'installer un cluster Big Data sous Linux, basé sur SQL Server bien sûr, et tout ça dans des containers Docker orchestrés par l'orchestrateur Kubernetes. Des améliorations aussi concernant Polybase, avec de nouveaux connecteurs pour Oracle, Teradata et MongoDB. Et puis nous avions déjà les langages R et Python, SQL Server 2019 ajoute Java. Et pour couronner tout cela, un nouvel outil qui s'appelle Azure Data Studio. Mais revenons plus en détail sur chacun des composants. Polybase tout d'abord. Polybase apporte à SQL Server ce que Microsoft appelle la virtualisation de données. Cela permet à SQL Server d'accéder directement à des données externes hétérogènes via la création de tables externes. C'est donc une alternative à l'ETL, là où on transférait les données dans nos bases de données SQL Server avec un moteur ETL, on y accède maintenant directement, ce qui est particulièrement adapté aux volumétries, à l'hétérogénéité et à la caractéristique distribuée du Big Data. En quelque sorte, c'est un super serveur lié, permettant d'accéder à des sources de données diverses, comme en particulier des fichiers stockés sur un stockage distribué HDFS. L'autre composant essentiel de l'architecture Big Data de SQL Server 2019 est Docker.
Docker est une plateforme open source de conteneurs. Il existe un moteur Docker pour Linux, mais aussi pour Windows. On peut décrire Docker comme une solution de virtualisation d'applications. Il permet le déploiement d'images de programmes avec leur environnement d'exécution. Ces environnements applicatifs, hébergés sur des machines hôtes, sont appelés des conteneurs. Ils sont isolés les uns des autres, ainsi que de la machine hôte qui les héberge et dont ils partagent le même kernel. Ils sont donc plus légers qu'une machine virtuelle. C'est donc une architecture très pratique pour étendre des systèmes distribués. Comparons une architecture à base de machines virtuelles avec une architecture à base de conteneurs. La machine virtuelle embarque un système d'exploitation complet. On virtualise le matériel à travers un hyperviseur. Le conteneur Docker, lui, s'appuie sur le système d'exploitation de la machine hôte. Le déploiement d'une application est donc facilité et beaucoup plus léger. Comme on l'a dit, chaque conteneur est un environnement applicatif isolé de la machine hôte qui l'héberge et isolé aussi des autres conteneurs. Il va donc nous falloir un composant supplémentaire pour organiser les différents conteneurs de manière à assurer un service qui offre des fonctions de distribution, d'extensibilité et de haute disponibilité. Ce composant, c'est l'orchestrateur. Le rôle de l'orchestrateur est de permettre la création de services applicatifs qui s'appuient sur plusieurs conteneurs, de garantir l'intégrité des conteneurs, de planifier l'exécution des conteneurs dans le cluster. Que se passe-t-il si un conteneur tombe sur un autre cluster, un autre doit-il prendre le relais, etc. Et d'assurer aussi des fonctions de surveillance et de monitoring. L'orchestrateur sur lequel s'appuie le cluster Big Data d'SQL 2019 est Kubernetes. Pour la petite histoire, le terme Kubernetes en grec signifie timonier ou pilote. Autrement dit, c'est le pilote du porte-conteneur. L'image est parlante, comme le montre ce porte-conteneur dans le port du Havre. Kubernetes est aussi un composant open source. Vous avez déjà pu remarquer que les nouvelles architectures Microsoft s'appuient de plus en plus sur l'open source. Kubernetes va donc nous permettre de construire des clusters de serveurs basés sur des groupes de conteneurs Docker organisés en unités logiques. Ça va donc nous permettre de distribuer le stockage et le calcul, en plus de simplifier le déploiement et l'extensibilité, et d'assurer la haute disponibilité et la supervision. Voici l'architecture d'un cluster Kubernetes. On peut la diviser en deux grandes parties, le plan de contrôle, qui est chargé d'orchestrer le cluster, et le plan de calcul, sur lequel se trouvent les différents workers. Dans le plan de contrôle, le Kubernetes Master s'occupe de l'orchestration. Il peut bien entendu être redondé. Dans le Kubernetes Master, le serveur d'API sert l'API Kubernetes grâce à JSON et au protocole HTTP. Il fournit l'interface interne et externe de Kubernetes. Il gère, il valide les requêtes REST et il met à jour l'état des objets et de la configuration du cluster dans son stockage persistant et l'unité de stockage s'appelle etcd. Le scheduler surveille les pods non assignés, sélectionne le nœud sur lesquels les faire tourner en fonction de la disponibilité des ressources, il gère donc la répartition de la charge. Et le contrôleur manager est le processus dans lequel s'exécutent les contrôleurs du cluster, comme par exemple le contrôleur des nœuds qui gère la réponse lorsqu'un nœud tombe, le contrôleur de réplication qui maintient le nombre de pods nécessaires pour assurer les fonctions de réplication, les contrôleurs de endpoint qui gèrent les points de connexion des services et des pods, et tout cela communique avec le serveur API pour tenir à jour les ressources. Côté plan de travail ou plan de calcul, on trouve les nœuds Kubernetes, autrement dit les machines du cluster. Chaque nœud va héberger un ou plusieurs pods, chacun étant lui-même composé d'un ou plusieurs conteneurs. Le composant Kubelet, installé sur chacun des nœuds, est responsable de l'état de santé des conteneurs sur le nœud. Il assure le démarrage, l'arrêt, la maintenance des pods, tout cela sous la direction du plan de contrôle. Sur chaque nœud, on trouvera aussi un kubeproxy, qui est un composant réseau qui gère les opérations réseau et le routage du trafic vers les différents conteneurs. Parlons maintenant du stockage HDFS. Le cluster SQL 2019 intègre le système de fichiers distribué HDFS. HDFS est le système de fichiers distribué d'Hadoop Apache, encore un composant open source. HDFS est conçu pour stocker de très gros volumes de données en fractionnant les fichiers en blocs distribués sur différents nœuds du cluster. Chaque nœud traite les données dont il dispose et les requêtes sont ainsi distribuées. Dans un cluster HDFS,
Le nœud maître, le name node, gère l'arborescence des nœuds et les métadonnées. Il peut bien entendu être redondé. Les data nodes stockent les blocs de données. Ces blocs sont répliqués sur plusieurs nœuds pour assurer la disponibilité. Le client HDFS interroge le name node pour localiser les blocs de données dont il a besoin. Le name node lui communique l'adresse des data nodes les plus accessibles et le client interroge directement les data nodes pour obtenir les données. Autre composant du cluster Big Data SQL 2019, toujours et encore open source, Spark. Spark est un framework de calcul distribué. Spark permet la lecture des données distribuées dans le cluster, ainsi que d'effectuer des tâches d'analyse via des jobs Spark. Il supporte aussi plusieurs langages de programmation. Son langage natif s'appelle Scala, mais on peut aussi utiliser du Python ou du Java. Le cluster Big Data d'SQL Server 2019 va nous permettre d'intégrer un ensemble de composants. On voit ici qu'il est organisé logiquement en 3 plans. Le plan de contrôle, le plan de calcul et le plan de données. Le plan de contrôle va héberger le nœud maître SQL Server, assurer les fonctions d'orchestration Kubernetes, l'administration du cluster, ainsi que différentes fonctions de maintenance et de monitoring. Le plan de calcul va héberger des pods de calcul pour distribuer les traitements, ainsi que des pods d'application. Le plan de stockage va héberger les pods de stockage distribués, stockage HDFS ou stockage SQL Server distribué. Côté plan de contrôle, on va retrouver notre nœud maître Kubernetes. Il est chargé d'assurer la gestion et le contrôle du cluster. La passerelle Knox, elle offre le point d'accès aux API REST du cluster. Apache Livy permet de soumettre des jobs Spark. Apache Hive assure le stockage distribué des métadonnées de Spark. On va trouver aussi Grafana, qui est un tableau de bord de monitoring des performances, et Kibana, qui centralise les logs et journaux d'événements. Le service contrôleur SQL Server gère le cluster SQL Server. Le cluster a été déployé avec l'utilitaire MSSQL-CTL. Cet utilitaire a d'ailleurs changé de nom dans la dernière version preview et s'appelle maintenant AZ Data. Et c'est ici que l'on trouve aussi l'instance maître SQL Server. C'est le point d'accès auquel on peut se connecter comme à une instance SQL Server ordinaire avec SQL Server Management Studio ou Azure Data Studio. Côté plan de calcul, on va trouver des pods de calcul utilisés pour distribuer les traitements. Ce sont des instances SQL Server, des SQL Server Compute Instances, qui travaillent sous la direction de l'instance maître. On trouvera aussi des pods d'application qui sont des points d'accès au système pour certaines applications comme SSIS, des jobs, le machine learning, etc. Et côté plan de données, on va trouver deux types de stockage, soit un stockage distribué SQL Server avec des SQL Data Pools, c'est une ou plusieurs instances SQL Server qui fournissent un stockage persistant au cluster et pour lesquels les données sont distribuées sur plusieurs partitions entre les pods du data pool. Et on va trouver aussi les pods de stockage HDFS pour stocker des données de sources diverses non structurées. Voici encore une vision de notre environnement complet une fois déployé. La configuration du déploiement de notre cluster, au-delà de la configuration des systèmes Linux et de Kubernetes, va consister à déterminer le nombre de nœuds de calcul, de stockage distribué, SQL ou HDFS, etc. Je me connecte donc à mon cluster SQL 2019 avec Azure Data Studio, avec le protocole HTTPS, pour par exemple soumettre des jobs Spark, ou bien avec SQL Server Management Studio comme avec une instance ordinaire avec le protocole TDS. J'administre et je supervise mon cluster depuis le portail web et avec l'outil en ligne de commande MSSQL-CTL, renommé maintenant AZ Data. SQL Server 2019 va donc constituer une plateforme unifiée pour toutes les opérations qui sont réalisées avec des données de Big Data. Ingérer des données avec Spark, les stocker dans des bases SQL Server, soit sur l'instance maître, ou sur du stockage SQL distribué, ou encore les stocker sous forme de fichiers stockés sur HDFS, préparer et entraîner les algorithmes d'analyse et de data mining et d'extraction, tout cela avec Spark, fournir les données aux applications d'analyse prédictive ou aux outils BI. Pour la mise en place, cette architecture est disponible aussi bien dans le cloud avec Azure Kubernetes Service, AKS, ou on-premise sur ses propres serveurs. À part les spécificités d'installation de plateforme Linux, le déploiement du cluster est assez proche dans ces deux environnements. Dans le cloud, sur Azure, il faut bien sûr un abonnement Azure.
Les utilités en ligne de commande que nous utiliserons, aussi bien on-premise que dans le cloud, seront kubectl pour exécuter les commandes sur le cluster Kubernetes, et puis MSSQLctl qui s'appelle maintenant AZData et qui s'appuie sur Python pour déployer le cluster. Un petit retour d'expérience sur une installation de démo on-premise. Tout d'abord, pour une architecture sur plusieurs machines, il faut des configurations tout de même assez musclées. Un minimum de 3 machines, chacune avec 8 cœurs, 32 Go de RAM, 100 Go de disque. On installe et on configure d'abord notre Linux, en l'occurrence un Ubuntu 16.04. On installe ensuite les composants requis pour Kubernetes et Docker. Et on va ensuite créer notre cluster Kubernetes en commençant par le serveur maître. Dès cette étape terminée, on va pouvoir joindre les autres nœuds au cluster Kubernetes avec la commande kubectl join. On doit aussi provisionner et configurer nos volumes de stockage sur chacun des nœuds de travail. Et on arrive enfin à la partie propre à SQL Server. On installe et on met à jour d'abord Python, puis on installe le client de déploiement AZData qui s'appelait avant MSSQLctl. Et on va pouvoir customiser nos fichiers de configuration avant de se lancer dans le déploiement du cluster Big Data proprement dit, que nous lancerons avec la commande AZData BDC create, BDC pour Big Data Cluster bien entendu. Alors soyons clairs, l'installation d'un cluster Big Data SQL Server est une opération complexe, et particulièrement avec les versions preview qui peuvent révéler quelques surprises. Et c'est aussi très long, jusqu'à plusieurs heures en fonction de la bande passante Internet, car pour chaque pod, les images de conteneurs doivent être téléchargées sur Internet. Les pods seront répartis sur les différents nœuds de travail du cluster. Tout d'abord le contrôleur SQL Server qui sera le premier pod déployé, puis ensuite tous les composants du plan de contrôle. Une fois le plan de contrôle disponible, les pods de stockage, HDFS et SQL Server, ainsi que l'instance maître seront déployés sur les différents nœuds. Si tout se passe bien, l'ensemble des pods et donc notre cluster seront opérationnels à la fin du déploiement. Jusqu'à la version CTP3, nous avions à notre disposition un portail d'administration en mode web qui permettait de suivre le déploiement des pods, les erreurs éventuelles. Ce portail n'existe plus depuis la version CTP 3.1. Les opérations doivent maintenant se faire soit en ligne de commande, soit depuis Azure Data Studio. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à nous connecter avec Azure Data Studio qui va nous permettre d'interagir avec notre cluster et d'organiser nos tâches d'ingestion et de calcul dans des notebooks Jupyter. On va pouvoir extraire et ingérer nos données avec Polybase, SSIS ou Spark, les stocker, soit sur du stockage HDFS et y accéder avec des tables externes dans nos bases de données, soit les stocker dans SQL Server dont le stockage peut lui aussi être distribué, effectuer des calculs et des analyses en langage Python, SQL, Scala ou R, et au final exploiter nos données à partir de notre instance maître pour les utiliser par exemple avec SSAS, Analysis Service, ou d'autres applications de reporting. L'utilisation de toute cette boîte à outils pour le Big Data fera certainement l'objet de démos dans de futurs webcasts. Nous attendons avec impatience la sortie de la version définitive d'SQL Server 2019. C'est donc une révolution qui va donc nous offrir un nouveau terrain de jeu. Merci de votre attention, à bientôt.